Bonjour à tous, merci de votre présence. Je suis ravie d'animer cette table ronde sur l'avenir des villes, qui est un enjeu crucial, d'autant plus quand on sait que plus de la moitié de la population mondiale vit en milieu urbain, un taux qui devrait même atteindre 80% dans les 20 années à venir. Et en même temps, dans un contexte pandémique, on note des envies de déménagement à la campagne. Et selon le baromètre des territoires réalisé par l'Institut Montaigne avec le cabinet ILAM, qui vient d'être publié, les Français aspirent aussi à plus de proximité et à une vie cocon. Alors tout cela pose la question cruciale de l'aménagement de l'espace urbain et des territoires. Alors pour renforcer leur attractivité, pour répondre à des enjeux numériques, écologiques et économiques, les villes se renouvellent et se transforment. Et tout cela accéléré par de nouvelles tendances liées entre autres à la pandémie. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir... Je commence par la femme, qui est Émilie Gascon. Donc, vous êtes docteur en architecture et aménagement. Vous travaillez donc sur les projets urbains. Vous enseignez avec Ingrid Taillandé au sein du double master franco-chinois urbanisme et écologie à l'école d'architecture de Versailles. Et vous êtes spécialiste aussi de tout ce qui est résilience urbaine. Robin Rivaton, vous êtes investisseur, essayiste, et spécialiste des sujets de la Smart City et de l'immobilier. Vous êtes notamment l'auteur de plusieurs ouvrages comme L'immobilier de demain ou La ville pour tous, donc un expert des villes. Et Hervé Novelli, donc vous êtes ancien ministre, mais vous êtes aussi ancien maire de Richelieu. Pendant plus de 20 ans, vous avez exercé cette fonction jusqu'en juin 2020. Et donc, vous allez aussi nous parler témoigner de votre parcours de maire de petite ville. Bienvenue à vous trois. Alors, Robin Rivaton, on assiste à des déménagements à la campagne, notamment liés avec la pandémie, à la pandémie. Mais vous le réaffirmez, il existe bien une poursuite de la métropolisation et il y aura bien toujours des villes demain et il n'y a pas d'exode urbain. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quand je lis l'avenir des villes, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces unes. Et l'Express lui-même a écrit un journal entier consacré un peu à cette question de la mutation. Est-ce qu'on va voir dans les prochains mois? Est-ce qu'on est déjà en train de voir une mutation, un renversement qui voudrait que cet exode rural qu'on a connu depuis des années serait inversé et que tout d'un coup il y ait un départ plus ou moins prononcé des habitants des villes et notamment des plus grandes d'entre elles vers des territoires plus ruraux ou en tout cas périphériques. En tout cas, on a énormément vu cette thèse-là. Il y a eu beaucoup d'articles, il y a eu beaucoup de bruit autour de ça. Il s'avère que quand on factualise un petit peu ce mouvement, il est beaucoup moins prononcé que ce qu'on peut le lire. J'ai travaillé notamment moi sur les derniers chiffres du nombre de Parisiens ou Franciliens qui se dirigeraient vers la Bretagne, dont les journaux se font les choux gras en décrivant un véritable exode. Il s'avère que entre avant la crise et après la crise, le nombre de ménages franciliens qui se sont installés en Bretagne est de 2700 ménages supplémentaires. Bon, ça peut paraître beaucoup à l'échelle d'un territoire de l'Île-de-France qui fait 12 millions d'habitants, c'est pas grand-chose. Et je voudrais, pour moi, encore expliquer ce qui est le véritable moteur de la métropolisation à laquelle on a assisté ces dernières années. Le moteur de la métropolisation, c'est d'abord et avant tout une transformation démographique des territoires, avec un phénomène qui, jusqu'aux années 60, était invisible. C'est-à-dire que jusqu'aux années 60, il y avait à peu près le même âge moyen dans la population répartie sur le territoire. Donc, que vous soyez dans un petit village ou dans une grande ville, les habitants avaient le même âge moyen. Et puis, à partir des années 70 et 80, la massification de l'enseignement supérieur et donc le fait que les jeunes générations veuillent aller étudier à l'université a abouti à leur concentration
dans des centres urbains toujours plus réduits. Et donc on a assisté à une transformation, et c'est-à-dire que l'âge moyen qui était également réparti sur le territoire a commencé à diverger, et aujourd'hui il y a des écarts d'âge moyen très importants en fonction des territoires. Ils sont évidemment, l'âge moyen est beaucoup plus élevé dans les territoires ruraux qu'il ne l'est dans les grandes villes, et ce n'est pas valable qu'en France, c'est valable au Royaume-Uni, c'est valable aux États-Unis, c'est valable dans beaucoup de pays. Et donc la démographie est quelque part la meilleure prévision du futur. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui sont jeunes, ils sont en âge de faire des enfants, donc la population augmente. Si vous avez des gens qui sont plus âgés, ils sont pas en situation de faire des enfants, donc la population a plutôt tendance à baisser. Et le phénomène s'accélère. Moins les gens sont nombreux, moins ils sont en capacité d'avoir des enfants. Et donc il y a un effet ciseau qui aujourd'hui se dessine sur ces territoires. Et juste pour donner un chiffre, qui me semble vouloir vous assommer là-dessus, mais le chiffre qui est pour moi le plus évident, aujourd'hui, la métropole parisienne, donc la région Île-de-France, c'est 81 000 naissances moins décès chaque année. Tout le reste de la France, c'est moins 30 000. Il y a plus de décès que de naissances dans le reste du territoire. Et vous avez un petit bout du territoire où il y a beaucoup plus de naissances que de décès. Et pour inverser un tel phénomène, il faudrait qu'il y ait des migrations à l'intérieur du pays qui soient beaucoup plus importantes que ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait quelques dizaines de milliers de personnes qui quittent l'Île-de-France chaque année. Il faudrait qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui quittent l'Île-de-France. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On a des migrations qui ont légèrement augmenté, ça c'est certain, mais qui concernent des populations extrêmement réduites, plutôt des gens aisés, qui vont plutôt faire de la multi-habitation, donc qui vont parfois avoir de la résidence secondaire ou des habitations qui vont occuper la semaine, où une partie de leur famille va y être avec les enfants, mais eux n'y seront qu'une partie de la semaine. Et c'est plus à ces modes d'habitat un peu fractionnés qu'on assiste, plutôt qu'à réellement des mouvements de relocalisation. Et ensuite, dernier point, ces mouvements de déménagement, quand ils ont lieu, ils s'opèrent plutôt toujours dans la même zone. C'est-à-dire qu'ils s'opèrent sur les zones littorales, dans des métropoles régionales, mais aller de Paris à Bordeaux, ou aller de Paris à Lyon, ou aller de Paris à Rennes, c'est pas une démétropolisation. On reste dans l'aire métropolitaine. Donc il y a pas de changement par rapport à ça. Donc voilà, je veux juste essayer on a parfois le sentiment que l'État ayant été incapable de mener une politique d'aménagement du territoire concrète et efficace depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, a l'espoir secret que les gens par eux-mêmes vont réussir à faire ça et qui vont remplir cette mission qui n'a pas été remplie par l'État. Je souhaiterais m'inscrire en faux. Si on veut qu'il y ait un rééquilibrage à l'intérieur du territoire, il va falloir des politiques publiques en ce sens-là qui soient beaucoup, beaucoup plus fortes que ce qu'elles n'ont été jusqu'à présent. Merci Robin. Hervé Novelli, à l'échelle d'une petite commune comme Richelieu, c'est juste 2000 habitants, je crois. L'enjeu aussi de faire en sorte que les métropoles ne soient pas des pompes aspirantes, pour reprendre vos termes, et n'accélèrent pas la désertification. Quelles sont les solutions ? Avant de parler des solutions, je voudrais déjà décrire la problématique, mais permettez-moi de féliciter la commune et son maire, ainsi que notre infatigable animateur Nicolas Bouzou, de l'organisation de ces journées que je trouve, non pas parce que j'interviens, mais que je trouve tout à fait remarquable, et vraiment c'est suffisamment rare sur notre territoire, pour en avoir fait beaucoup, je le pense, je me devais de le signaler et de vous féliciter l'un et l'autre de cette implication. Alors maintenant j'en viens, ça m'a donné le temps de réfléchir à la réponse bien sûr, j'en viens à votre question. D'abord, je voudrais dire que je ne suis que témoin dans cette affaire d'un phénomène qui a été fort bien décrit par Robin, qui est ce phénomène de concentration, soit dans des agglomérations, soit aujourd'hui dans des métropoles. J'ai vu cela pendant 20 ans, pendant 25 ans, le temps que j'ai été maire de cette commune de Richelieu, que je vous décris pour que vous voyez bien la problématique. C'est une ville qui est à peu près petite ville qui a été créée par le cardinal de Richelieu au XVIIe siècle et qui est aujourd'hui à 40 minutes de Tours, l'agglomération Tourangelle. Donc on est, pour résumer à un jugement commun, on est à peu près loin de tout. On est à la frontière avec le Poitou, avec la Vienne. Et donc, effectivement, depuis 20 ans, on assiste à une déprise démographique qui n'est pas uniquement liée à Richelieu, qui affecte toutes ces franges rurales éloignées d'une agglomération. Donc, c'est très,
difficile. C'est très difficile de lutter contre cela. Et vous avez eu raison en introduction de parler de la pandémie, parce que la pandémie a produit un effet qu'il ne faut pas exagérer, Robin a raison d'y insister, mais qui s'applique à un certain nombre de villes. Il se trouve que Richelieu est une ville historique, quasiment classée dans tout son centre, et qui conserve, en tout cas qui a une attractivité qui certainement a joué dans le phénomène que je vais vous décrire. C'est-à-dire que le taux de vacances de Richelieu était très important. Il y avait plus de 100 logements inoccupés ou vacants. Aujourd'hui, il n'y a plus de taux de vacances. C'est-à-dire qu'on a assisté à un phénomène, alors, qui est ciblé, mais qui, pour une ville comme Richelieu, est très important et qui fait que beaucoup de Parisiens sont venus acheter ou louer, essentiellement acheter, des logements dans cette ville, bénéficier de l'ensemble des services que nous avons pu maintenir et bénéficier aussi de l'installation de la fibre. Donc tout cela, aujourd'hui, amène un certain nombre de conséquences, et des conséquences un peu paradoxales. D'abord, les prix de l'immobilier se sont élevés assez rapidement. Il n'y a plus de logements vacants, je le disais, et on a beaucoup de Parisiens ou de gens qui ne sont pas spécifiquement tourangeaux qui aujourd'hui viennent se partager entre Paris ou Richelieu dans ce que décrivait Robin. Mais ça a des conséquences et qu'un élu doit prendre en compte. La première des conséquences, c'est qu'il y a un effet d'éviction, comme disent les économistes, c'est-à-dire que les prix augmentant, eh bien, des gens qui, autour de Richelieu, voulaient venir passer leur retraite à Richelieu ne le peuvent plus, compte tenu des prix de l'immobilier. Et ça, c'est un sujet très important. Et je plaide, on en parlera tout à l'heure, je plaide, et je l'ai mis en œuvre, pour rassembler des personnes qui ne sont pas dépendantes, mais qui avancent en âge et qui vont venir trouver à Richelieu dans des lieux d'hébergement et de rassemblement ce qu'ils ne pourraient pas trouver en louant spécifiquement une habitation. Donc les loyers sont très modérés, avec les soutiens traditionnels en termes de prêts locatifs aidés. Les loyers sont très modérés et c'est un rassemblement autour d'une vingtaine de logements dans un lieu dédié, en l'occurrence une ancienne école. Et donc le directeur, il y a un directeur de maison qui fait en sorte que ces logements... Un maître de maison, je crois. Un maître de maison soit parfaitement, en fait, qui régit cette maison et donc qui permet à une vingtaine ou une quarantaine, une trentaine de personnes de pouvoir se regrouper. Et je plaide, alors là, pour le coup, pour une action volontariste et intelligente, entre guillemets, qui consiste à permettre à ces personnes de venir sur Richelieu, dans Richelieu, de combler un certain nombre de manques qui se sont opérés au cours des années, ce qu'on appelle improprement, de manière un peu rapide, les dents creuses, les fameuses dents creuses, et donc de faire en sorte que la densité soit plus importante. Je crois beaucoup, et j'aimerais bien qu'il y ait une prise de conscience qui s'opère, je crois beaucoup à ces pratiques qui, de mon point de vue, redonnent une chance à ces territoires à la faveur de quelque chose qui nous affecte tous, qui est cette pandémie, mais qui a fait redécouvrir l'attraction que peuvent avoir des territoires comme celui que j'ai représenté pendant des années. Alors effectivement, on détaillera un peu plus tard cette partie et peut-être risque de fausser aussi entre les nouveaux résidents et les anciens résidents. Émilie Gascon, vous qui travaillez sur ces projets urbains, qui avez aussi une vraie observation, quel est votre regard sur ce sujet, cette tendance, si on peut parler d'une tendance ? Oui, donc moi aussi, je remercie évidemment pour cette invitation. Quoi dire ? Je crois que beaucoup de choses viennent d'être dites
tout de suite. Déjà, oui, l'exode rural, est-ce que c'est vraiment un exode rural? Pas forcément. Et tout à fait, moi je pense qu'en fait c'est plus la question de qu'est-ce que ça engendre un peu comme impact pour les villes locales. Et en fait, j'ai l'impression que la pandémie est plutôt en train d'exacerber un phénomène qu'on voyait déjà sur, comme on disait, les littoraux, avec les stations balnéaires ou ce genre de choses. Et donc ce qui m'intéresserait plutôt, c'est plutôt de pointer une vigilance sur quelle est l'implication pour les territoires. Ça va de la difficulté d'accès au logement pour les gens qui habitent en région, mais aussi les jeunes, enfin il y a aux jeunes ou moins jeunes, en fait en tout cas toute catégorie d'âge. Ça va aussi pour l'économie locale, puisque un certain nombre de restaurants ou autres vont être fermés pendant les périodes hivernales pour ne pointer que des périodes estivales. Bon, donc il y a toutes ces implications où finalement la pandémie est juste en train encore d'exacerber des inégalités assez profondes entre, d'une part, certaines populations qui vont surconsommer de l'espace, et cela grâce au levier de la mobilité, en fait, qui permet de faire Internet, la mobilité, etc., qui permettent d'avoir accès à ça, et ceux qui sont toujours en recherche, ne serait-ce que d'accès à un espace pour à côté de travailler, etc. Donc c'est plutôt que je ne crois pas vraiment à un exode rural. Par contre, c'est encore mettre l'accent sur une tendance de fond d'inégalité par rapport à cette surconsommation d'espace, alors que l'espace est de plus en plus rare par rapport à une population, malgré tout, en expansion démographique, à l'échelle mondiale en tout cas. Robin Rivaton, donc parle de coût de l'immobilier. Pour vous, pour baisser les prix, la solution majeure, c'est celle de la construction. Vous dites qu'il ne faut pas être non plus fétichiste de la réhabilitation. Comment procéder et quelles sont les ressources pour cela? L'avenir des villes, on l'a dit, passe d'abord et avant tout par la capacité à loger les habitants qui y sont. Ça paraît basique de dire ça, mais c'est une évidence qu'il est bon de rappeler. La population à loger augmente fortement. Elle augmente fortement puisque il y en a de plus en plus de gens, la population continue d'augmenter, et puis le nombre de personnes par ménage diminue. On est de plus en plus seul dans son logement pour plein de raisons qui sont liées au mode de vie, qui sont liées à l'allongement de la durée de vie, qui sont liées à l'indépendance vis-à-vis des parents et ainsi de suite. Et donc on a un besoin de logement qui est croissant. Et donc face à ça, on est obligé de construire. C'est pas on peut pas ne pas dire qu'on a une population qui doit s'accommoder de plus de logements et qu'on ne veut pas construire. On doit construire. Et donc la question qui se pose aujourd'hui pour nous, c'est de se dire où va-t-on construire ? Où va-t-on produire ces logements qui sont nécessaires? Alors on peut, et là on doit pouvoir à la fois répondre aux besoins ou aux désirs de la population et en même temps prendre en compte un certain nombre de considérations plus écologiques qui font partie évidemment de l'action publique aujourd'hui. Et donc on a mis en place, en tout cas il existe un certain nombre de règles aujourd'hui qui sont des règles notamment liées à l'artificialisation des sols. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat qui a rassemblé des individus tirés au sort, qui a fait tout un ensemble de propositions. Une partie de ces propositions ont été reprises par le gouvernement et ont été mises dans une loi, une loi qui de climat et résilience, qui doit permettre de prendre un certain nombre de mesures pour réduire les émissions de CO2 à l'échelle du pays. Et l'une de ces mesures est une mesure qui s'appelle zéro artificialisation nette, qui vise à réduire par 2 le rythme d'artificialisation des sols jusqu'en 2030, puis à complètement arrêter d'artificialiser les sols en France à partir de 2050. C'est une mesure qui peut sembler relativement bonne sur le papier. On se dit, bah oui, artificialiser, c'est pas nécessairement une bonne chose. On a volonté de reconstruire la ville sur la ville, comme on dit. Donc on essaye de réutiliser un bâti qui a déjà été bâti et pourquoi pas soit de le réhabiliter, soit de le détruire pour reconstruire quelque chose d'autre. Le problème de cette mesure, c'est que on va empêcher la production de logements qui autrefois trouvaient à s'étendre aux couronnes ou à la marge, à la frontière
d'un certain nombre de villes. Tout ce qu'on appelle le développement pavillonnaire, donc le modèle de maison individuelle qu'on bâtissait sur des terrains à bâtir, ce modèle-là est très largement remis en question ou en cause par cette mesure. Et donc, on va réduire le nombre de logements disponibles. Et face à ça, on a une population qui augmente, dont les besoins augmentent. On a un taux de propriétaires en France, on répète à l'envi que la France est un pays de propriétaires. La réalité, c'est que le taux de propriété en France est stable depuis 15 ans. Il ne bouge plus, il ne progresse plus. On est passé d'un pays qui était parmi l'OCDE, qui était un pays où on avait le taux de propriétaires le plus élevé de l'OCDE. Aujourd'hui, on est parmi les derniers, donc on a un taux de propriété qui est beaucoup plus faible que beaucoup de nos voisins, hormis la zone germanique. On a des besoins de logement qui ne sont pas satisfaits et on a réussi à maintenir, à éviter une contestation sociale parce qu'on a beaucoup produit de logements pendant ces 10 dernières années. Si demain on arrête d'en produire au nom de ces réglementations environnementales que je viens de décrire, on va au-devant d'une grave crise sociale. C'est-à-dire qu'il y a des besoins de logement qui vont être non pourvus et ça va créer des tensions sociales extrêmement fortes. On sait aujourd'hui que le budget du logement dans le budget des ménages, il est déjà très élevé, compte pour 20% pour ce qui est directement lié au loyer ou au remboursement du crédit, c'est 30% si on compte l'intégralité des dépenses liées au logement, l'assurance, les réparations, la maintenance, le chauffage, et c'est très variable selon le niveau de vie de la population. Les locataires des ménages du quartile, donc les 25% des ménages les moins aisés, qui sont locataires dans le parc privé, consacrent 42% de leur budget au logement. Les propriétaires accédants du premier quartile, donc les 25% des ménages les moins aisés qui ont décidé de s'acheter une maison, ils consacrent 46% de leur budget au logement. 1 euro sur 2 de ce qu'ils gagnent repart dans leur logement. Et donc, on sait que les gens font des efforts de plus en plus considérables face au logement. On sait que la pression pour se loger devient de plus en plus intense. Il y a des zones où ça commence vraiment à se voir, ça gronde très fort. À Bayonne, il y a pas plus tard que le mois dernier, il y a eu une manifestation extrêmement forte, presque violente sur la question du logement. On sait que au Pays Basque, les banderoles refleurissent sur les tags refleurissent sur les agences immobilières. En 2007-2008, ce mouvement avait plastiqué quelques résidences secondaires ou quelques agences immobilières. Donc c'est un mouvement qui commence à se dessiner. En Bretagne, où il y a beaucoup de résidences secondaires, là aussi, il y a une frustration, en tout cas une colère qui gronde de plus en plus. Et je crains, en tout cas de ce que je vois de ma modeste fenêtre, c'est que on a une pression de plus en plus forte liée à des sujets purement démographiques. Les gens ont besoin de se loger et en plus des cohabitent. Donc il y a une augmentation du nombre de logements qui doit être forte. Et face à ça, on est en train de prendre des mesures au nom de l'environnement, des mesures qui vont réduire le parc de logements disponibles. Donc on arrive face à une contradiction, en tout cas quelque chose qui va être en contradiction dans les prochaines années et qui peut générer une très forte tension sociale. Alors il est facile de dire que de parler des nouveaux gilets jaunes, c'est une mesure, c'est une formule un peu à l'emporte-pièce d'éditorialiste. Il n'empêche que pour moi, ce sujet du logement peut être demain le sujet qui peut nourrir une contestation sociale d'ampleur. Hervé Novelli, à Richelieu, du coup, comment vous procédez en fait? Vous réhabilitez principalement comme vous l'avez signalé tout à l'heure, ou est-ce que vous construisez? Est-ce que vous allez étaler la commune avec de nouveaux logements? Alors, je ne vais rien faire de tout cela puisque je ne suis plus maire. Pardon. Je ne suis pas représenté à la dernière élection, mais ce que je faisais et que fait mon successeur, c'est qu'on essaye de construire dans la ville sur des constructions existantes, avec les contraintes qui sont celles d'une ville entièrement classée, site historique, donc avec un architecte des Bâtiments de France qui vient régulièrement, et donc on réhabilite. On fait beaucoup de réhabilitation, et mon ambition, c'était de créer un nouveau quartier à l'intérieur de la commune, à proximité d'une gare désaffectée, qui s'apparentait à une densification dans cet environnement, pour combler un manque existant aujourd'hui à travers cette désaffection de bâtiments. Donc l'ambition que j'avais et que je portais et que porte mon successeur et le Conseil, c'est de faire venir à nous un certain nombre de personnes qui viennent habiter
ici, pour des raisons diverses, j'ai parlé de la pandémie, mais il y a d'autres raisons, évidemment, de rendre l'environnement très attractif. Mais pardon, là on parle d'habitation à plein temps, entre guillemets, et pas de résidence secondaire, on est bien d'accord? Oui, d'habitation à plein temps, de gens qui viennent travailler là à la faveur du numérique et de la capacité à générer de nouveaux métiers, ou en tout cas de les exercer à Richelieu. Donc c'est tout ce travail qui est un travail très très ponctuel, de la dentelle en fait, mais pour une commune de 2000 habitants, 100 habitants, ça change la donne. Donc de faire cela à une condition, on en parlera peut-être, c'est le pouvoir des maires, la liberté des maires, la liberté fiscale, la capacité à se développer dans un univers un peu simplifié. Et là, on passe à un autre échelon, mais j'en parlerai dans les quelques propositions auxquelles j'ai réfléchi pour donner aux maires une capacité forte, en tout cas dans les petites villes ou dans les villes moyennes, d'une action volontariste. Merci. Émilie Gascon, vous, pour répondre à ces enjeux, vous parlez également d'urbanisme transitoire et d'expérimentation d'espaces vacants. Est-ce que vous pouvez développer, peut-être par des exemples de ce que vous avez pu constater au travers de vos études? Oui, alors c'est vrai que d'aborder la question immobilière, déjà, c'est déjà rentrer en fait dans toute la complexité sociale, environnementale ou autre. Donc ce sont toujours des injonctions parfois paradoxales, souvent contradictoires. Et juste peut-être pour rebondir d'abord sur ce que Robin disait, oui, l'immobilier. Il faut construire plus, mais c'est vrai qu'en tant qu'architecte, je vais peut-être un petit peu surprendre les gens, mais attention aussi à toujours construire plus. Il faudrait d'abord aussi construire un peu mieux, peut-être. Et pour ça, on a besoin d'expérimentation. On a besoin de découvrir comment adopter des formes un peu plus vivables, un peu plus denses. Ça fait des siècles que les penseurs de la ville réfléchissent aux meilleures formes de la ville, aux architectures les plus capables. Mais on a toujours besoin de réfléchir à ces capacités de réversibilité, de flexibilité, d'espace capable en fait. Et ça va de la cellule du logement jusqu'à son rapport avec l'espace public. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les temporalités du projet sont assez souvent diverses d'ailleurs, des temporalités politiques, des temporalités économiques. Et le temps que les projets sortent de terre, on a souvent des espaces vacants. Mais aussi dans la ville, le temps que la ville se forme, se reforme sur elle-même, elle est toujours en perpétuelle transformation. On a aussi des dents creuses, des espaces vacants, etc. Donc il y a toute une pensée aussi, on va dire de nouveau, enfin pas tant que ça, mais en tout cas une médiatisation, d'expérimentation qui vise à s'approprier ces espaces temporairement vacants, puisque des projets doivent s'y faire, et venir expérimenter souvent différents modes de vie, d'espace de convivialité. Donc c'est là où aussi on retrouve que le temps du projet immobilier devient un levier d'action pour des expérimentations plutôt de projets urbains. Donc dans toute cette complexité et d'interopérabilité des échelles, c'est pas forcément simple de s'en saisir, mais c'est que oui, on a besoin de construire, mais attention, on n'a plus beaucoup de ressources, on n'a plus beaucoup d'espace. Alors comment on fait? Quand est-ce qu'on le fait? Et tout ça doit fournir une sorte d'énergie génératrice d'idées et de projets, puisqu'on ne sait pas, au XXIe siècle, on ne sait toujours pas quelle est la forme idéale de la ville et des logements et des îlots, et comment on construit nos îlots et les logements à l'intérieur. Alors ça amène la question de la Smart City. On parle beaucoup, notamment du numérique également. Alors vous dites oui aux données, oui à l'échange, au partage de données, mais attention à ne pas commercialiser tout et n'importe quoi. Oui, alors là, on pourrait tout de suite faire ce lien en fait avec l'urbanisme transitoire, l'urbanisme tactique, tous ces concepts.
c'est assez intéressant de voir qu'il y en a un certain nombre qui s'est développé par le biais du numérique, en fait, puisque des activistes ou autres vont faire des opérations très locales, mais en fait, de par le numérique, vont avoir une portée globale. Et on se retrouve avec des diffusions, par exemple le Parking Day ou des choses comme ça, où à la base, c'est tout simplement une appropriation d'une place de parking aux États-Unis qui se transforme en mouvement général planétaire. Mais ce qui est assez rigolo, c'est de voir que quelque chose qui était censé être un peu contre-institutionnel, en fait, est devenu complètement institutionnalisé, puisque maintenant il y a un guide de comment réaliser son Parking Day pour avoir le droit de s'appeler Parking Day. Et c'est simplement en fait une appropriation de l'espace public un jour donné. Mais tout ça pour dire aussi que la ville numérique peut avoir énormément d'atouts. Enfin, je pense que chacun bénéficie d'un certain nombre d'éléments, mais attention à ne surtout pas résumer l'avenir de la ville à une ville numérique. Et d'autant plus qu'en fait, il y a toute la question de qui produit les données, comment est-ce qu'on les partage et qui y a accès. Et c'est peut-être ça qui est davantage le sujet que de savoir combien il y aura d'applications, même si il y a beaucoup d'applications qui peuvent paraître anecdotiques, comme les Waze ou autres, sans les citer, mais de covoiturage, de tout. Enfin, on peut pratiquer. Mais par exemple, sur des gestions d'inondations, vous avez des pays qui n'ont pas accès à des services entiers de météo très performants, et c'est la population qui renseigne point par point sur où en sont les niveaux de l'eau. Donc il y a tout ce potentiel fabuleux. Mais attention à en fait la commercialisation des données et cet accès des données. Genève est une ville très intéressante là-dessus, où en fait, d'un point de vue urbain, a développé un système d'information géométrique avec des centaines de couches de données, et ce qui fait que tout le monde peut y avoir accès et participer et produire, en tout cas, des visions de ville. Mais c'est toute la question de qui y a accès, qui les produit, qui les contrôle et qu'est-ce qu'on en fait. Et qui les exploite. Et qui les exploite. Robin, je crois que vous partagez également cette opinion, mais au-delà du numérique, vous prônez aussi la low-tech, des exemples notamment à Berlin très intéressants. Est-ce que là également, vous pouvez détailler votre propos ? Oui, je pense que on l'a dit dans les propos précédents, le principal enjeu pour l'avenir de la ville et des villes, c'est d'être en mesure de faire accepter de la densité. Si on se dit qu'on est contre l'étalement urbain, si on se dit qu'on a toujours plus besoin de logements, la seule solution, c'est d'avoir plus de logements sur la même surface. Et si le foncier est rare, la surface habitable n'est pas rare. La surface habitable, c'est un ratio d'occupation du foncier. Donc on peut théoriquement produire de la surface habitable dans des quantités encore importantes. La seule limite, c'est la densité acceptée. Quel est le niveau de densité qu'à l'intérieur d'une ville, à l'intérieur d'un quartier, on est collectivement en mesure d'accepter. Pour donner peut-être un petit peu des chiffres et vous donner des représentations sur ce que peut être la densité. Aujourd'hui, la densité de Paris, du bâti haussmannien, par exemple, ça va être une densité autour de 20 000 habitants du kilomètre carré. C'est quelque chose qui est assez proche des maximums qu'on peut retrouver à Hong Kong ou à Manhattan. On peut être un peu au-dessus, mais dans l'ensemble, on est relativement proche d'une limite. On a atteint plus dans le passé, mais avec des conditions de salubrité ou d'insalubrité plutôt qui étaient beaucoup plus fortes. Aujourd'hui, à l'inverse, si vous allez dans la métropole de Nantes, une des grandes parmi les 10 plus grandes villes françaises, la densité moyenne y est de 1200 habitants au kilomètre carré. Donc 20 000, 1200, vous voyez bien qu'on n'a pas le même ordre de grandeur et qu'on se dit qu'il y a de la place quand même dans un certain nombre de ces territoires pour, si ce n'est viser les 20 000, mais en tout cas viser un chiffre intermédiaire. Donc on a un sujet de densité. Ce sujet de densité, il est aussi très lié à la perception qu'on peut avoir. Évidemment, quand on habite dans le centre-ville de Paris, il y a beaucoup de densité, mais elle est relativement acceptée. Si on habite dans un quartier, nouveau quartier politique de la ville, ancien
ancien quartier qui a été bâti après pendant les années 60 ou 70, il y a parfois des niveaux de densité beaucoup plus faibles. Vous allez dans certains de ces quartiers politiques de la ville, vous pouvez avoir des densités de l'ordre de 2000, 3000 habitants au kilomètre carré, et pourtant on va considérer que les conditions de vie ils sont beaucoup moins agréables parce que l'habitat se fait sous forme de bars ou de tours, et même s'il y a beaucoup d'espace devant soi, c'est pas quelque chose qui est très agréable. Et là où le numérique offre une réponse, le numérique permet aujourd'hui de faciliter la densité acceptée dans une ville, de faire en sorte qu'il y ait un collectif, un consensus autour de cette notion de densité. Il permet de le faire à travers plein de solutions qu'on va pas évoquer sous forme de catalogue là aujourd'hui, mais la principale solution, c'est de se dire qu'on va aller collecter de la donnée sur les usages au sein de la ville, et qu'une fois cette donnée collectée, on va faire en sorte à la fois de mieux ajuster les équipements collectifs qui sont offerts aux citoyens de la ville, mais aussi de faire en sorte de pouvoir faire évoluer un petit peu les comportements pour que la ville soit plus agréable à vivre. Un des exemples assez classiques, les équipements de transport, les transports en commun, aujourd'hui fonctionnent avec 2 pics le matin et puis un petit pic le soir vers 16h, donc un pic à 9h, un pic à 16h. Évidemment, on doit dimensionner les équipements au pic, donc on fait en sorte d'avoir un nombre de métros, un nombre une taille des gares qui fonctionne pour fonctionner au pic, mais tout le reste de la journée, on fonctionne pas au pic, on est plutôt dans une phase de creux. Et donc on se pose la question de comment, grâce à la donnée, en captant l'information sur quand est-ce que les gens prennent le métro, est-ce que derrière, je peux essayer d'avoir des mécanismes soit d'incitation pour que les gens décalent un petit peu l'heure d'arrivée au bureau ou partent un peu plus tôt, et au lieu d'avoir un pic comme ça à 9h et un pic à 16h, je lisse un peu plus mon trafic dans la journée. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui en train de se développer à l'échelle des villes les plus avancées. On le retrouve dans de nombreuses métropoles mondiales, et ça va continuer de se développer. C'est ce qu'on appelle parfois Smart City. Il y a 2 limites à cette approche. La première limite, c'est de croire que par le tout numérique, on va avoir la solution à tous nos problèmes de la ville. C'est ce qu'on appelle le solutionnisme. Et ça, c'est une illusion, ou en tout cas un mirage qui est assez fort. Il y a beaucoup des problèmes liés à la ville qui sont à la fin, liés à des comportements humains. Et donc les comportements humains, on les régule pas en vous envoyant une alerte sur votre téléphone ou en vous disant que vous allez avoir 1 euro de plus si vous prenez quelqu'un au covoiturage. On a vraiment besoin de travailler sur le sujet des comportements. Et c'est là où des approches low-tech telles que celles dont on parlait en préparation de cette table ronde à Berlin peuvent fonctionner. À Berlin, ils se sont rendus compte de quoi? Que autour des poubelles, dans un certain nombre de parcs municipaux, les déchets étaient renversés autour des poubelles. Ils se sont demandé pourquoi les gens ne sont pas capables de mettre les déchets dans la poubelle, et ils sont avérés qu'en fait, en Allemagne, à Berlin, comme dans beaucoup de villes d'Allemagne, il y a un système de consigne. Et donc, il se passait que des personnes sans domicile fixe, en fait, allaient chercher les bouteilles en verre dans les poubelles pour bénéficier de la consigne, et en faisant ça, ils jetaient les déchets qui n'étaient pas des déchets en verre sur les côtés de la poubelle. Et donc ils ont fait quoi? Sur les poubelles, ils ont fixé des simples réceptacles pour y mettre les bouteilles en verre. Donc les gens, au lieu de mettre la bouteille en verre au fond de la poubelle, ils posent la bouteille en verre autour de la poubelle, et ça permet d'éviter, en tout cas ça a permis de faire des gains relativement importants de nettoyage, ça a évité de repasser pour nettoyer. Donc des solutions pas du tout numérique. Là, il y a 0 numérique. Là-dedans, c'est extrêmement basique et d'une simplicité. Du bon sens, tout simplement. Du bon sens. Et donc, ça marche très bien. Et le deuxième problème de la ville numérique, par rapport au sujet qui m'obsède peut-être, mais en tout cas que je juge important, qui est celui de la densité, c'est de croire qu'on va consulter en permanence le citoyen. Et en fait, le pire ennemi de la densité, c'est la micro-démocratie. Parce que la somme des intérêts particuliers n'a jamais fait l'intérêt général. Et donc, si demain, on commence à consulter tout le monde pour tout et rien au sein d'une ville, il y aura plus de politique d'aménagement. Chacun sera contre. On est tous, si demain on construit un immeuble en face de chez moi de 10 étages, je serai le premier à mettre une banderole pour dire que je suis contre. Mais donc, si à la fin, on n'est pas capable de se dire qu'il y a parfois un intérêt général qui va au-delà de la somme des intérêts particuliers, on n'aura pas de politique d'urbanisme, on n'aura pas de nouveaux bâtiments, on n'aura pas de nouveaux logements, puisque les gens qui vont équiper ces nouveaux logements, ils sont pas parmi les électeurs de la ville. Ils sont dehors, ils sont de l'autre côté, ils sont derrière les murailles du château. C'est les futurs habitants, c'est ceux qui n'arrivent pas à se loger dans le centre-ville. Donc c'est eux dont on a besoin de représenter l'intérêt. Et donc c'est là où le numérique ne doit pas devenir un piège dans la ville de demain. C'est-à-dire que le numérique ne peut pas être
en permanence une façon de consulter, de créer de la micro-démocratie. Sinon, on va vers des villes qui sont des villes qui vont se geler, dans lesquelles il n'y aura plus d'activité de construction, il n'y aura plus d'activité d'aménagement qui prendrait en compte un intérêt général, qui prendrait en compte les demandes ou les besoins des gens qui n'ont pas la capacité à être représentés au sein de la ville. Et donc ça, c'est un piège qui parfois se dessine, et notamment dans un certain nombre de villes où on voit, encore une fois, je condamne pas des actes de démocratie participative, de budget et autres, mais quand on commence à faire de la consultation citoyenne en permanence, et notamment nourrie par les outils logiciels de consultation, on risque vraiment de geler la ville et donc d'aller à l'encontre du sujet de densité qui nous préoccupe. Au-delà du numérique, Hervé Novelli, la consultation participative, pardon, c'est quelque chose. Enfin, vous partagez ce point de vue de Robin ? Oui, mais avant de parler de la consultation participative, qui est un moyen malgré tout pour les habitants de se réapproprier une strate de décision dont ils ont le sentiment qu'ils sont dépossédés. Je voudrais revenir quand même sur cette description que moi j'ai vécue, c'est-à-dire la structuration peu à peu en agglomération, puis en métropole, qui affecte, et pas un bon mot du reste, qui caractérise le territoire français. Il y a quand même des conséquences dont on doit parler. Il y a des conséquences politiques, d'abord, qui sont que le pouvoir s'est peu à peu transféré dans les grandes agglomérations et dans les métropoles. Que le président de la métropole, que le président de l'agglomération a aujourd'hui un pouvoir nouveau, neuf, puisque cette structuration n'a quelques décennies. Et ça a des conséquences, bien sûr, par rapport aux autres structures, au département, à la région. Donc, il y a des glissements politiques qui accompagnent cette structuration et qu'on ne doit pas négliger. Et la deuxième conséquence, c'est un sentiment d'abandon qui affecte tout ce qui n'est pas dans les agglomérations ni dans les métropoles, et qui est largement à l'origine des troubles qui sont intervenus ces dernières années et qu'on ne peut pas négliger non plus. Il y a une sorte, en écoutant Robin, on comprend qu'il y a une sorte de déterminisme à ce que la ville émerge et structure le territoire au niveau mondial. Mais il faut entendre aussi les conséquences que cette structuration a, et même si les concentrations démographiques se font dans les villes et que il n'y a plus que 20 ou 30% de personnes, par exemple en France, qui habitent dans des territoires dits ruraux ou non structurés, chaque famille a une personne qui est dans l'agglomération, ou chaque résident d'agglomération a une personne qui est dans le territoire rural. Et donc il y a des résonances qui dépassent largement l'influence supposée ou résiduelle de ces territoires. Et ce sont ces mouvements qui font bien prendre en compte pour éviter des embrasements qui ont déjà eu lieu par le passé, mais qui peuvent se reproduire très facilement. Donc c'est ce sujet sur lequel je voulais revenir, parce qu'il me semble très important, et on ne peut avoir une approche pour résoudre les problèmes des villes que si on entend aussi ce qui se passe à côté et hors de ces villes pour pouvoir avoir une approche globale. C'est ce sujet qui, de mon point de vue, est insuffisamment pris en compte dans ce qui est en train de se bâtir au niveau national ou dans d'autres pays, à savoir cette concentration de la population dans des espaces limités que sont les grandes villes et les grandes agglomérations ou les grandes métropoles. Et je plaide pour que cette problématique soit prise en compte et que dans des cadres contractuels, s'élabore aussi une responsabilité de ces agglomérations par rapport aux autres territoires. Il n'existe pas aujourd'hui, alors que les agglomérations et les métropoles sont récentes, il n'existe pas aujourd'hui de contractualisation qui va au-delà de l'agglomération ou de la métropole et qui prenne en compte des gens qui viennent travailler et qui repartent, qui prennent en compte tous ces modes qui relient la métropole
au territoire extérieur à celle-ci. C'est très important que de les imaginer à l'avenir. Sinon, vous aurez ce phénomène de séparation qui peut aussi devenir sécession. Donc, je souhaitais vraiment réinsister là-dessus pour dire qu'il n'y a pas qu'un problème des villes et de résoudre ce qui s'y passe à l'intérieur. Il y a aussi cette interconnexion avec l'environnement extérieur à celle-ci et qu'on doit prendre en compte pour éviter de graves désillusions. Alors, on a parlé beaucoup de densité, ça amène aussi la question de la mobilité et des transports. Robin, en parlant de densité, pour vous, cela plaide en faveur de la ville du quart d'heure ou du territoire de la demi-heure, comme a pu le mettre en avant Carlos Moreno ? Alors effectivement, pour ceux qui n'auraient pas vu ça, la ville du quart d'heure, c'est une théorie de dire qu'à l'intérieur du territoire métropolitain, on doit être en capacité de trouver l'ensemble des activités de production, donc ce sont lieux de travail, les commerces et un certain nombre d'équipements collectifs à un quart d'heure de déplacement de son domicile et plutôt un quart d'heure de déplacement en mobilité douce plutôt qu'avec la voiture. Et donc c'est une thèse qui a fait Flores post-Covid, puisque il y a quand même eu un recul de l'usage du véhicule individuel dans les grandes villes. Il y a plutôt eu un recul du transport en commun au profit de ces mobilités douces, donc à pied, en vélo ou avec d'autres mobilités type trottinette. Donc la thèse a fait Flores. Après, je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que plus on augmente la mobilité au sein d'une aire urbaine ou entre deux aires urbaines, plus on a tendance à ce qu'elle se spécialise. Donc tout simplement parce que c'est comme ça que qu'on l'a observé, que ça se produit, et donc on a tous envie de créer des pôles multilocaux ou qui seraient chacun les uns à côté des autres et dans lesquels on pourrait tout faire, on pourrait trouver tous les services et ça nous éviterait de passer beaucoup de temps en déplacement et d'avoir ce sentiment un petit peu de perdre du temps dans sa journée à consacrer à des allers-retours inutiles. La réalité, c'est qu'on voit quand même s'opérer ces phénomènes de spécialisation, c'est qu'ils sont très forts et on le sait aussi à l'échelle, donc ça c'est à l'échelle d'une ville, mais entre deux villes, on sait que si on augmente la connectivité entre deux villes, souvent, on va avoir des phénomènes de ce qu'on appelle ville dortoir, c'est-à-dire qu'une ville va se spécialiser sur l'accueil des habitants et leur lieu de résidence, tandis que l'autre ville va se spécialiser plutôt sur la partie lieu de production et lieu d'activité. Alors le télétravail brouille un petit peu ça, mais partiellement. La réalité, c'est que on va pas créer des quartiers d'affaires partout. Et donc ça, c'est aussi une problématique à avoir en tête et à prendre en compte pour au niveau de l'aménagement du territoire, quand on entend des élus réclamer de manière très forte ou avec beaucoup d'insistance le besoin de connectivité en train, il faut bien avoir en tête ce que cela peut représenter à l'échelle d'une ville en termes d'aspiration des fonctions de production. Et ce qu'on a vécu à l'échelle de certaines aires métropolitaines avec une concentration des activités, si on augmente la mobilité, si on augmente les réseaux de transport, on peut le vivre de manière plus exacerbée. Je donne juste un exemple pour illustrer ça. La pression aujourd'hui sur les prix du logement dans la métropole de Lyon est extrême, elle est extrêmement forte. Les prix ont progressé de 5,6% en moyenne depuis 20 ans. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de l'augmentation des prix. Et donc, de plus en plus de ménages jeunes vont s'installer dans des villes qui sont aujourd'hui sur les faisceaux ferroviaires de Lyon, donc soit vers Saint-Étienne, à l'ouest, qui est à 50-55 minutes de distance de Lyon, soit à Grenoble, donc qui est à 1h10 de transport de Lyon. Et donc, on voit une pression avec des gens qui viennent s'installer, qui vont travailler à Lyon dans la journée et qui dorment ou en tout cas vivent dans ces villes-là et le long de ces deux couloirs ferroviaires le reste du temps. On peut se dire que c'est très bien, ça fait de l'activité, mais on peut se dire que si on a tendance à augmenter, à améliorer l'infrastructure de transport entre ces trois villes, et donc notamment entre Saint-Étienne et Lyon, et puis entre Grenoble et Lyon, il y a de fortes chances pour que ce soit pas seulement quelques centaines de personnes qui soient concernées, mais quelques milliers, et que les activités
bureaux ou de services à forte valeur ajoutée qui restent dans ces deux villes, et elles sont modestes, mais elles restent, demain elles puissent aller directement se concentrer sur la métropole lyonnaise. Donc on sait que voilà, plus on augmente la mobilité, plus on a tendance à plutôt une spécialisation des territoires, plutôt qu'à recréer des chapelets de villes du quart d'heure au sein des aires métropolitaines. Émilie, vous le dites, hein, de toute façon, cette question de la mobilité est structurante pour l'aménagement des villes. Plutôt que de parler de réaménagement de voirie comme certains le font, vous parlez aussi de réappropriation des trottoirs. Il y a des exemples d'ailleurs, que ce soit à Barcelone ou même à Shanghai, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, alors déjà peut-être aussi un peu pour rebondir sur toutes les choses passionnantes qui viennent d'être dites. Déjà, peut-être aussi recadrer que quand on parle de densité, il faut pas non plus se dire, ou concentration de population, il faut quand même aussi voir les choses sous deux angles. On ne parle pas forcément de barres d'immeubles comme on... C'est ça, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que quand on a des regroupements autres, c'est aussi l'occasion d'avoir accès à des services, services publics, infrastructures, et donc mobilité, etc. Que l'étalement à outrance ne permet pas, ou alors en tout cas entraîne des consommations de moyens, ne serait-ce qu'en réseau de canalisation, énormes. Donc en fait, il y a des avantages, il y a du positif à la densité. Et après, c'est comment est-ce qu'on l'articule. De même que mobilité, il ne faut pas non plus se dire mobilité, c'est simplement comment je vais d'un point A à un point B le plus vite possible, où je me déplace. Tout ceci est beaucoup plus articulé. En fait, tout ceci dépasse des thématiques. Et en fait, au bout d'un moment, ça s'appelle, à mon sens, l'espace urbain. Et c'est l'espace partagé. Et c'est plutôt qu'est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on le partage, ou comment est-ce qu'on a envie ou pas de le partager. De même qu'on dit la ville du quart d'heure, oui, mais peut-être pas forcément. Certaines métropoles sont assez agréables parce que justement, elles ont des quartiers avec des sensibilités ou des ambiances différentes. Est-ce que l'important c'est pas simplement de la diversité et d'essayer de ne pas homogénéiser à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, d'avoir toujours les mêmes villes avec les mêmes caractéristiques. Mais sur cette question de mobilité ou de transport, voilà, je trouve que parfois on peut avoir cette tendance à résumer la ville à des éléments, en fait, des thématiques, alors que un des points qui est le plus passionnant à propos des villes et des territoires, n'oublions pas que tout ça est relié. C'est justement ce surplus en fait d'âme qu'il peut y avoir dans la reliance entre ces éléments, entre ces entités. Et lorsqu'on parle de mobilité, on va avoir tendance à parler des voies, des voiries, alors que ça c'est peut-être aussi culturel français où on aime notre route et on essaye même de transformer les trottoirs en route pour bicyclettes, pour ceci, pour cela. Mais d'autres exemples culturels vont nous parler de l'éloge de la lenteur, où là ça va être plutôt le piéton, mais c'est pas le piéton comme un couloir d'irrigation, c'est dans toute la section de la coupe urbaine, comment les enfants jouent en parallèle, en plein milieu du passage. À Rotterdam, il y a cette appropriation des trottoirs où en fait on va mettre des canapés dès qu'il fait beau. Alors ça arrive pas non plus très très souvent dans ces pays-là, mais il y a cette envie d'être sur l'espace public. Les enfants vont à la craie et jouent devant. À Barcelone, ils essayent d'expérimenter, notamment avec Salvador Rueda et le passionnant atelier d'écologie urbaine de Barcelone, de se dire qu'est-ce qu'on a envie d'avoir sur notre espace public. Et ils commencent à dessiner des pistes pour faire des jeux de course. Enfin, il y a toutes sortes d'activités inventées. Donc c'est un peu de rappeler que l'espace urbain, c'est pas simplement bon, alors il faut que je cale des arbres, oui, mais alors aussi des bancs, oui, mais alors il y a le parking pour les trottinettes, oui. Donc c'est pas seulement des entités et des thématiques, c'est de la complexité, mais comment on se saisit de cette complexité pour produire des salons urbains presque, alors c'est un terme, mais espace de convivialité si vous voulez, en tout cas, le vivre ensemble tout simplement, c'est peut-être ça ce qui fait la vie, ville. Merci beaucoup. Alors tous ces sujets, que ce soit le transport, la construction, etc., ça mène à parler écologie et environnement. Robin, est-ce qu'on pourra arriver à une ville zéro carbone ? Vaste question. Une ville zéro carbone, c'est relativement compliqué. Sous quelle dimension ? On a aujourd'hui
se loger dans la production du bâtiment, forcément on doit bien consommer un certain nombre de matériaux de construction, et donc même si certains sont plus vertueux que d'autres, le bois versus le béton évidemment, mais bon, il y a quand même une consommation liée à l'acte de construction, et puis ensuite il y a des consommations qui sont liées à l'occupation des bâtiments, et notamment la principale d'entre elles qui est le chauffage, et peut-être demain la climatisation qui devient un autre enjeu important des villes. Alors il y a des moyens de résorber ça. Est-ce que le zéro carbone c'est le bon objectif, ou en tout cas c'est sûrement la bonne trajectoire? Après, encore une fois, il faut être en mesure de se demander quel est le rythme d'arriver à cette trajectoire. J'insiste beaucoup là-dessus, car pour la première fois, depuis qu'on fait de la politique d'urbanisme ou du logement dans ce pays, pour la première fois, on va sortir du parc de logements, du stock de logements, des logements, non pas pour des caractéristiques qui le rendent insalubre pour les occupants, mais pour des caractéristiques qui le rendent nocif pour l'environnement. Et c'est une nuance assez importante, parce qu'à la fin des fins, on peut se dire quand même qu'on peut établir une gradation en se disant que il faut d'abord se loger, faire des logements qui soient d'abord des logements, ensuite des logements qui soient agréables à vivre, et peut-être ensuite des logements qui aient le moins d'impact sur le territoire. Mais j'ai envie de défendre une vision comme quoi la brique première, le haut de la pyramide, c'est d'abord et avant tout de faire des logements. Mon objectif, si j'étais un élu, ce serait d'abord de pas avoir de personnes dans la rue avant de me poser la question si mon logement émet telle quantité de CO2 au mètre carré. Donc je pense qu'il est important de rappeler la base, qui est de dire que l'on doit d'abord loger les gens, ensuite on peut loger de manière le plus agréable et la plus sympathique possible, et ensuite on peut loger vert. Mais on ne doit pas inverser la charge de la preuve là-dedans, et on ne doit pas loger vert avec les conditions si à la fin ça amène des gens à être privés de logement. Donc je pense que c'est des mesures qui sont très bien. Il faut viser une ville zéro carbone, c'est un objectif qui est un objectif sain, mais il ne faut pas oublier que le but de la ville, c'est de faire en sorte que les gens ne dorment pas dehors. Merci Robin. Émilie, c'est là où la question de résilience intervient également, qui est un levier d'action. Alors peut-être rapidement, puisque le temps presse, mais... Oui, alors encore une fois, ça va être simple de synthétiser des sujets aussi complexes, mais ça serait un petit peu comme de demander à l'hôpital de ne pas faire de dépenses. Est-ce qu'on n'est pas d'abord là pour soigner les gens avant de penser à combien ça va coûter? C'est le même principe. Mais par contre, il y a des possibilités je suis peut-être un peu une grande je suis un petit peu peut-être trop positive et optimiste dans un monde qui va très si mal, mais comment en fait se saisir des questions? On doit créer de logements, on doit consommer des ressources, on doit faire tout ça pour pouvoir produire de la ville, loger les gens, les abriter, etc. Mais comment est-ce qu'on peut aussi réfléchir aux formes, aux fonctions, peut-être aux usages, à la fabrique de la ville pour la dépasser? Et en fait, c'est pas seulement être une ville centre économique, mais comment aussi la ville, on pourrait pas l'imaginer comme des centres écologiques. Alors ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais ça peut devenir aussi des machines à dépolluer, des fermes urbaines. On pourrait parler chiffres et statistiques, combien de fermes urbaines il faudrait pour nourrir, etc. Mais il y a quand même des leviers d'action qui permettent de dépasser en fait ces questions, on pourrait dire, qui viennent nous accabler, et les transformer en positifs. Et la résilience, c'est pareil. Soit on essaye de résister en fait et de subir les chocs et d'essayer d'être contre ces chocs, soit on va plutôt entrer en résilience. Alors la résilience, ça voudrait dire la capacité d'absorber les chocs, mais encore là, je vais essayer en une seconde d'être un peu plus précis sur qu'est-ce qu'on entend par résilience. Il faut quand même savoir que c'est un terme extrêmement polysémique et que, moi j'aime bien le résumer, il y a deux branches. Il y a celle qui va être la résilience d'ingénierie, qui va se dire, mon objectif, c'est de vivre avec la perturbation et de revenir à l'état initial. Avant perturbation, avant aléa, avant événement. Mais il y a aussi des résiliences d'écosystémiques, en fait, qui sont issues non pas des pensées techniques, mais plutôt de l'observation des écosystèmes, qui dit, à chaque fois qu'on a une perturbation, on évolue, on se transforme vers un autre état. Et donc, c'est plutôt nous qui nous cherchons à nous adapter
que à contenir et résorber un choc. Et dans ces pensées de résilience, donc un peu pro-écosystémique ou de frugalité, enfin il y a toutes sortes de concepts. Finalement, ce sont des leviers, des occasions pour repenser les formes, les fonctions et avoir des espaces urbains plaisants, agréables, jouissifs. Rêvons en fait, plutôt que se sentir accablés, saisissons les contraintes qui nous tombent dessus. Alors justement, pour rêver, Hervé Novelli, est-ce que tous ces sujets, toutes ces solutions proposées plaident en faveur d'une décentralisation et d'un pouvoir redonné aux maires, enfin en tout cas un pouvoir plus important? Moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de marge d'action qui soit laissée aux responsables politiques d'un territoire. Et donc, quand vous constatez que les recettes fiscales qui fondent la justification à agir, les recettes fiscales sont à 80% proviennent des subventions, des dotations, d'abord de l'État et d'autres collectivités, vous avez une privation d'autonomie de facto qui est très dommageable. Je ne vais pas être cuistre et citer Tocqueville, mais depuis son observation de ce qui se passait en Amérique, les liens les plus féconds étaient des liens de proximité et le responsable d'une commune était le mieux accepté parce qu'il était porteur de cette autonomie et de cette proximité par rapport aux décisions qu'il prenait devant ses concitoyens. Aujourd'hui, notre pays souffre de cela, souffre d'une dépossession ressentie par les responsables politiques au plus de proximité. Donc il faut réinstaurer une marge, qui ne sera jamais une autonomie totale, mais une marge d'autonomie pour que la responsabilité de l'élu puisse s'exercer. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, il est dans la simplification, bien sûr, des diverses strates de responsabilité. Et je plaide pour ma part, mais je crois que c'est le bon sens d'un rapprochement entre les différentes strates, c'est-à-dire département et région, sous forme de ce qui était prévu il y a quelques années du conseiller territorial, pour que les strates ne soient pas autant d'exercices d'une pression où chacun se bat pour avoir son logo, pour montrer qu'il a financé telle ou telle réalisation. Donc cette simplification des strates administratives, elle est absolument indispensable dans notre pays. Et dernier point, il faut prendre en compte tout ce qui a été l'objet de notre discussion, c'est-à-dire cette structuration en agglomération et en métropole et l'obligation d'une nouvelle contractualisation qui ferait que ces métropoles ne seraient plus perçues comme agressives, comme impérialistes ou comme génératrices de difficultés par les territoires. C'est une nouvelle entité qui émerge, d'autres s'effacent un peu, et il faut bien le prendre en compte et innover en instaurant ces nouveaux contrats territoriaux qui nous réconcilient et qui soient facteurs de cohésion qui est aujourd'hui, il faut le reconnaître, bien mis à mal. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on a peut-être 2 minutes pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Ah, plein de mains qui se lèvent. J'ai vu la première là, juste en face de moi, au milieu. Bonjour, merci pour cette conférence qui était absolument passionnante. J'avais une question sur l'avenir de la banlieue, c'est-à-dire toutes ces banlieues qu'on dit sensibles, qui ont été construites dans les années 60-70, de manière extrêmement rationalisée, avec des espaces qui sont pensés pour être agréables, pour avoir une densité de population qui fonctionne bien, pour avoir des transports qui vont vers la ville, et pourtant, rien ne marche. La vie y est abominable, on n'arrive pas à transformer ces endroits qui sont devenus des ghettos. Alors comment faire pour améliorer les banlieues ? Alors, qui veut répondre? Je m'y colle. Alors, premièrement, en fait, moi je trouve qu'on biaise souvent cette question parce qu'on se dit c'est abominable. Mais à l'époque où ça a été construit, c'était loin d'être abominable. Ça correspondait à des progrès
Enfin, par exemple, si on prend la ville de Nanterre, que je connais un petit peu, on est passé de bidonville à des cités. Le problème, c'est quand la ville arrête de se transformer sur elle-même, arrête d'évoluer, et après, bien sûr, comment est-ce qu'on vient peupler tous ces quartiers-là. Il y a aussi la deuxième entrée alors je suis une architecte qui milite pour pas forcément trop construire, et je suis une urbaniste qui milite pour pas forcément tout diriger. Parce que vous avez aussi ces pensées de la pensée un peu totalitaire de grands penseurs qui vont avoir dessiné du plan urbain jusque à la manière dont la boîte aux lettres s'intègre dans le hall d'entrée. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces questions-là, on est aussi sur ces questions de comment donner la parole aux gens qui y habitent ou autres. Donc bien sûr qu'on va pas pouvoir résoudre toutes les questions, mais il y a des choses qui se font. Est-ce que c'est de la micro-démocratie ou pas? Mais les projets urbains ne vont pas pouvoir résoudre toutes les questions politiques, ça c'est sûr. Mais il y a quand même des moyens qui passent par un peu plus que des réhabilitations. Mais c'est encore une fois, est-ce que on veut à chaque fois sectoriser des villes, avoir des banlieues versus des centres-villes? La question des banlieues, et puis quand on dit les banlieues, c'est pas vrai, il n'y a pas les banlieues versus les centres-villes. En fait, il y a pas une banlieue versus, à chaque fois, c'est des territoires, c'est des contextes, c'est extrêmement particulier. C'est rien que vous prenez la métropole parisienne, les banlieues ouest n'ont rien à voir avec les banlieues est, des banlieues nord au sud. À chaque fois, c'est des territoires. Donc, il peut pas y avoir une solution miracle. Mais par contre, en permanence questionner les formes, les usages, comment est-ce qu'on y habite et avec qui on questionne tout ça, ça fait partie à la fois des processus démocratiques et la fabrique de villes qui sont adéquates aux personnes pour une temporalité dédiée. Merci beaucoup. Alors, une dernière question. Monsieur. Désolé, on ne peut pas prendre toutes les questions, mais on pourra échanger après. Bonjour à tous, Jean-Christophe Tortora, La Tribune. J'avais deux courtes questions. La première, lorsqu'Hervé Novelli était ministre du Commerce et du Tourisme, c'était il y a un peu plus de 10 ans, Airbnb venait à peine de naître à San Francisco. Amazon n'avait pas encore sa présence aujourd'hui en France. Question donc pour vous, Hervé Novelli et Robert Ribaton, c'est est-ce que ces plateformes, aujourd'hui, vous êtes pour une plus forte régulation ou pas? Parce qu'on voit bien qu'elles ont impacté nos vies, interrogé les industriels du tourisme ici à Saint-Raphaël, ou encore la montée de l'e-commerce qui contribue à avoir de nombreux enjeux de logistique dans les rues et voir beaucoup de camions livrés de plus en plus, quelquefois malheureusement au détriment du commerce de proximité. Voilà, et puis ça sera pas une question peut-être pour l'architecte qui est de dire, moi je suggère l'année prochaine de faire l'avenir des urbains, parce que je ne suis pas très inquiet sur l'avenir des villes, je suis plus inquiet sur l'évolution mentale des urbains. Merci à vous. Alors sur le e-commerce, c'est intéressant. J'étais au début du e-commerce quand j'étais en charge, et donc j'ai vu évoluer cette forme qui vient prendre une place de plus en plus importante, mais qui ne signifie pas forcément la mort du petit commerce ou du commerce de proximité. Ce qu'on avait observé, et ce qu'on observe encore aujourd'hui, c'est que quand vous avez un commerçant qui met en place un site de e-commerce et qu'il couple avec un commerce existant, eh bien, il s'en tire nettement mieux. Et il y a même une progression de son chiffre d'affaires qui s'opère. Donc, il n'y a pas le méchant e-commerce qui viendrait percuter de plein fouet les commerces existants. C'est plutôt dans une coopération bien sentie que ça doit s'opérer. Sur Airbnb, là, j'ai eu l'occasion d'observer ce que peut procurer Airbnb dans telle ou telle commune balnéaire, par exemple. Ça a des conséquences extraordinairement défavorables. Pourquoi? Parce qu'on assiste à une dépossession où ce sont des locataires qui viennent et qui repartent, qui ne sont plus intégrés dans la vie locale et qui désertifient d'une certaine manière, tout en étant habitants de manière fractionnée, qui nuisent à l'animation ou qui détruisent l'animation locale. Et il y a de moins en moins d'habitants
propriétaires ou de propriétaires habitants qui trouvent intéressant financièrement de passer par Airbnb et de louer à travers cet outil. Donc on a besoin de régulation. C'est clair, on a besoin de régulation. Ce qu'il faut suivre un peu ce qui se passe du côté de Saint-Malo, où il y a des essais de régulation très fortes qui ont lieu pour faire en sorte que Saint-Malo retrouve une animation qu'il a complètement perdue. Paradoxe pour une ville comme Saint-Malo. Donc il y a une forte régulation qui doit être mise en place pour limiter l'extension d'Airbnb sur l'ensemble des locations. Merci beaucoup. Je vous laisse poursuivre les échanges puisque on a dépassé un petit peu le compteur. Merci à tous de votre participation. Merci de vos témoignages et je vous souhaite un excellent après-midi.